Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en compagnie de Danielle Mérian, présidente de l'association SOS Africaine en danger, qui vient en aide aux femmes victimes de l'excision et qui lutte contre cette violence à plus grande échelle. Bonjour Danielle Mérian. Bonjour. Merci de nous recevoir. Avant de parler de votre engagement, j'aimerais revenir sur la manière dont les Français vous ont connu. C'était dans un tout autre contexte. Vous aviez délivré un message de paix, de fraternité et d'amour, un message fort qui avait été viral. C'était au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. C'est très important d'apporter des fleurs à nos morts. C'est très important de voir plusieurs fois le livre d'Hemingway, Paris est une fête. Parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs. Et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment. Et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent, soi-disant, au nom d'Allah. Bientôt 3 ans se sont écoulés. On parle aujourd'hui de réformer l'islam. Les migrants sont devenus un sujet de plus en plus sensible au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous avez le sentiment que ce genre de message est encore plus important aujourd'hui ? Oui, je suis sûre que le mien est important. Je passe mon temps à parler de fraternité. On n'aurait pas besoin de solidarité si nous avions la fraternité. Et je dis toujours que ce mot est sur tous nos murs, dans toutes nos rues. Nous avons eu beaucoup de mal à arriver à l'égalité en droit, toujours pas dans la vraie vie, mais la fraternité, il serait temps que les Français se disent que ça pourrait être une voie pour l'avenir. Alors, on parle beaucoup de l'islam dans les émissions de télévision. C'est un sujet qui est très souvent débattu. Oui. Ce ne serait pas un peu une obsession à la française, selon vous ? Ah oui, c'est sûrement une obsession parce que les Français ont beaucoup de mal à comprendre que le monde a changé, que nous sommes une société parfaitement pluriculturelle, que la religion musulmane est la 2e religion de France, donc elle a toute sa place chez nous. Et je comprends que avec Daesh, la population puisse craindre, et c'est sûr que ça arrivera, de nouveaux assassinats. Mais dans toutes les religions, on a connu des fanatiques. Et moi qui suis catholique et qui connais un peu l'histoire de l'Église catholique, je peux vous dire que les crimes qu'elle a commis au long des siècles sont extraordinaires. Je n'oublie pas, moi par exemple, la France était la fille aînée de l'Église et il a fallu attendre le roi Louis XVI pour que soit interdite la torture, ce qui veut dire que donc l'Église n'était absolument pas dérangée qu'on torture pendant des siècles toute personne inculpée, sans parler de l'Inquisition et de ce que tout le monde connaît. Mais tout le monde ne sait pas qu'on tolérait la torture jusqu'à quasiment la Révolution. Vous êtes un peu une militante de la première heure, si je puis dire. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la base de votre engagement ? La base de mon engagement, c'est que je suis née en 1938 dans une famille normale et les familles normales à l'époque préféraient les garçons aux filles. Donc, depuis que je suis haute comme ça, je pense que je suis dans un monde de fous, qu'il va falloir tout changer, qu'il faut créer une école des parents, ce qui s'est fait depuis. Et je remercie vivement mes parents parce que grâce à eux, j'ai appris à penser immédiatement par moi-même et à détester pour toujours l'injustice. Parlez-moi un petit peu de votre association SOS Africaine en danger. Comment est née cette initiative ? Alors, SOS Africaine en danger a été créée par Parcours d'Exil, qui est un centre de soins aux torturés. Le docteur Duterte a reçu tellement de jeunes femmes guinéennes, peules, excisées en consultation qu'il s'est dit, toutes ces femmes isolées qui couchent dans la rue, je vais leur proposer un groupe de parole. Et comme elles étaient très dynamiques, elles ont aussitôt constitué les statuts de SOS Africaines en danger, les Africaines en danger étant leurs petites filles laissées au village. Donc vous imaginez leur cauchemar. Il faut d'abord avoir le statut de réfugié, ensuite il faut faire la procédure de reconstitution familiale, et nos ambassades de France partout violent la loi en faisant un maximum de difficultés pour délivrer les visas que la loi les oblige à délivrer immédiatement aux enfants, et à force de faire des difficultés, elles mettent des années à récupérer leurs enfants. C'est donc un des nombreux scandales de la République. Ça, je peux vous les décliner.
il y a nos prisons et il y a la façon dont nous traitons nos migrants, en particulier les demandeurs d'asile. Les migrants, c'est un sujet que vous connaissez bien, puisque vous accompagnez entre autres des demandeurs des migrantes qui sont des demandeuses d'asile et qui sont toutes des femmes qui ont été excisées enfants, mariées de force enfants à un vieux polygame, ce qui fait qu'elles ont subi non seulement l'esclavage sexuel, mais également l'esclavage économique, parce que c'est la dernière épousée qui doit servir tout le monde, donc elle arrive dans la cour, et puis du jour au lendemain, une fillette qui n'a jamais fait la cuisine est invitée à cuire le riz blanc pour 50 personnes, elle va donc le rater, surtout dans les conditions dans lesquelles on fait la cuisine, mais c'est pas grave, elle sera battue, elles passent leur vie à être battues. Elles sont battues par leur père, quand celui-ci veut bien les informer qu'il va les marier à un vieux plus vieux que lui. Parce que j'en ai une, par exemple, qui a réussi à s'échapper le jour de son mariage. Elle a su qu'on la mariait parce qu'on lui enfilait la robe de mariage. Et par chance, comme ces cérémonies sont longues, elle a pu, grâce à ses amis, reprendre des vêtements normaux et se sauver. Donc c'est vous dire. En général, elles sont prévenues par leur père qui les a vendues à un vieux polygame quelques jours avant. Alors elles disent qu'elles veulent évidemment pas épouser un vieux plus vieux que leur père, qu'elles n'ont jamais vu, et elles sont battues par leur père puisqu'elles sont indisciplinées. Après quoi elles sont mariées, après quoi elles disent au vieux qu'elles ne veulent en aucun cas coucher avec lui parce qu'elles ne l'aiment pas, et donc il les bat et tous les sévices sont possibles. Alors, l'excision et le mariage forcé, c'est des pratiques qui durent depuis des millénaires. 6000 ans au moins. Qui sont ancrées dans certaines civilisations. Alors, on parle beaucoup des communautés musulmanes, mais on trouve aussi dans des communautés chrétiennes et juives. On parle également beaucoup de l'Afrique, mais ça existe aussi dans d'autres continents comme l'Asie ou l'Amérique latine, comme la Colombie, par exemple. Tout à fait. Comment éradiquer une pratique qui dure depuis tellement de temps, dans tellement de lieux différents ? Alors, c'est extrêmement difficile. C'est très difficile de faire sortir les populations de leurs habitudes. Bon, en France, on excisait au XIXe siècle, parce que, comme vous savez, nous sommes des hystériques. Donc, c'était la manière de nous calmer. Je mesure à quel point c'est difficile de faire changer des mentalités. Le premier des droits humains pour une fille qui vient au monde, c'est de ne pas être mutilée. Ça devrait intéresser le monde entier parce que personne ne pourra me contredire sur ce premier des droits humains de ne pas être mutilé. Si on voulait un tout petit peu s'intéresser à la moitié de l'humanité, les femmes, c'est quand même hallucinant de penser qu'on mutile les femmes depuis au moins 6000 ans. Et c'est parce que c'est les pharaons qui ont inventé cette mutilation que les Coptes sont excisés en Égypte alors que le Christ n'a pas dit « mutilez-vous les uns les autres ». C'est hallucinant. Moi, je ne m'occupe que de l'Afrique de l'Ouest et donc de jeunes femmes qui viennent de nos anciennes colonies et qui sont francophones. Bon, il y a un nombre infini d'ethnies, elles ont des pratiques différentes. Celles qui excisent parce qu'elles croient que le Coran demande qu'on excise, ça serait le plus facile. Je dis ce serait le plus facile parce que dans notre pays pilote, le Sénégal, nous avons fait des vidéos avec l'association des ex-exciseuses. Donc ces femmes, elles disent pourquoi elles ont arrêté et elles ont des motivations différentes. C'est donc très intéressant pour nous de penser que toutes ces vidéos pourraient aller être montrées au fin fond des villages dans nos 10 pays. Et il y en a une, Madame Si, c'est une dame très intéressante qui explique qu'on était exciseuse dans sa famille depuis 6 générations. Et un jour, elle a fait une démarche avec son mari, alors c'est déjà très louable, et elle a été demandée à l'imam ce que disait le Coran, puisque personne ne sait ce que dit le Coran, puisque personne ne connaît l'arabe littéraire. L'imam lui a dit « il n'y a rien dans le Coran, et mes filles, elles ne sont pas excisées ». Cette femme a arrêté du jour au lendemain, parce qu'elle était très embêtée de mutiler, mais elle pensait que la religion demande qu'on mutile. Et donc, comment on fait pour essayer justement de diminuer ce fléau ? Alors, ça avance.
Je dirais que les gouvernements sont extrêmement hypocrites parce qu'ils ont à peu près tous inscrit dans leur constitution l'interdiction de l'excision et l'interdiction du mariage des mineurs, et ils pratiquent une totale impunité, sauf le Burkina Faso, ce que nous devons à l'épouse du précédent président. Et je viens d'apprendre que le docteur Denis Mukwege, pour qui j'ai une immense admiration, l'homme qui répare les femmes dans le Nord Kivu, il crée une clinique à Ouagadougou pour réparer les femmes. Donc oui, ça voilà une réussite. Et puis, moi je compte énormément sur la jeunesse, puisque c'est elle qui va faire le monde de demain. Et ici, comme je suis souvent appelée dans les écoles pour parler de mes engagements aux jeunes, par chance, il y a des professeurs qui font travailler leurs élèves après sur l'excision. Et ça nous a donné l'idée d'en faire autant au Sénégal. Alors donc, nous avons demandé au fin fond du Sénégal, en brousse, de faire travailler les élèves sur les questions du professeur de lettres de Rouen. Et à notre heureuse surprise, tous les élèves, garçons et filles, tous écrivent « Il est aberrant qu'une femme ne puisse pas avoir une vie sexuelle normale ». Et parlez-moi justement de votre projet de bus dispensaire à travers 9 pays d'Afrique. 10. Parlez-moi-en un petit peu. Alors, nous voulons créer un réseau panafricain en faisant circuler 10 schoolbus américains dans les 10 pays dont nous nous occupons pendant 5 ans. Des schoolbus américains parce que ce sont des camions hauts sur pattes qui peuvent circuler partout, parce qu'ils n'ont aucune technologie moderne. Donc, s'il fait 50 degrés, l'informatique ne sautera pas. Et nous voulons les transformer à Dakar, à l'atelier de la DDD, qui est la RATP de Dakar, pour les transformer moitié en dispensaire, moitié en cybercentre. En dispensaire pour que les médecins locaux puissent aller soigner les femmes et les fillettes au fin fond des villages, leur expliquer ce qu'elles ne savent pas, que tous leurs maux physiques, 40 ans de règles à pas mettre un pied par terre, mourir en couche, sont des conséquences directes de l'excision, ce que les gens ne savent pas. Et puis, comme ces bus seront connectés et reliés par satellite, ils pourront échanger toutes les vidéos qui seront faites partout. Et donc, ils commenceront à voir qu'ailleurs, on pense différemment. C'est déjà un début de pensée. Hein, parce que faire quelque chose parce qu'on l'a toujours fait, c'est quand même le niveau zéro de la pensée. Donc, c'est toujours très intéressant de voir ailleurs si ailleurs c'est différent. Et donc, si vous voulez, on pense que nos bus... D'ailleurs, nous n'irons que là où on voudra bien nous recevoir, forcément. Hein, donc, oui, parce que c'est encore un sujet tabou. C'est complètement tabou, mais je dois dire aussi que mon chef de projet, lorsqu'il a contacté des chefs de village au Sénégal, ce qu'il a fait sur la pointe des pieds dans la mesure où il est blanc, il est l'ex-colonisateur, donc il y allait très doucement pour dire voilà, nous souhaiterions venir vous voir, etc. Et il s'entendait dire par les chefs de village, mais c'est très bien ce que vous faites quand vous venez. Quand venez-vous? Donc vous voyez, ça évolue quand même. Merci beaucoup Danielle Mérian pour toutes ces précisions. Si vous souhaitez contribuer de quelque manière, vous pouvez adhérer à SOS Africaine en danger. Absolument. Abonder aussi à la plateforme financière où nous attendons vos dons pour pouvoir acheter nos bus. C'est gofundme.com/Danielle Mérian ou envoyer des chèques. Voilà. Merci beaucoup Danielle Mérian. Merci à vous.